bienvenue à cette conférence meeting organisée un peu dans l'urgence il y a moins d'une semaine, mais avec un certain succès vu votre présence. Un meeting, une conférence meeting, donc on insiste sur le côté meeting parce qu'on n'est pas dans un débat classique comme on en fait à Bruxelles laïque, mais dans l'idée d'un moment de rassemblement et de mobilisation, puisque le déclencheur, et en tout cas le choix de la date, c'est le fait que demain matin aura lieu la énième audience du procès Secours Rouge, du procès des militants du Secours Rouge, une audience qui va être décisive sur la question de savoir si oui ou non ils sont poursuivis au titre de l'infraction terroriste. Pour rappel, en deux mots, on pourra y revenir après, mais donc c'est une affaire qui date depuis juin 2008, qui, si vous vous souvenez, à l'époque, le parquet et la presse nous a présenté l'arrestation d'un groupe terroriste en Belgique avec une histoire hyper gonflée. Tout s'est dégonflé, il reste il reste selon nous plus rien dans le dossier qui mérite des poursuites. Tout s'est dégonflé, mais ça fait 4 ans et demi que le parquet s'acharne, à la fois parce que sans doute ces militants le dérangent, à la fois parce qu'il ne veut pas perdre la face et montrer le bien fondé de ces législations antiterroristes. Donc l'affaire Secours Rouge, mais aussi on s'est dit que c'était l'occasion de revenir sur ces législations antiterroristes, puisque en Belgique, ça fait 10 ans maintenant qu'on a eu la première loi sur les infractions terroristes. Il y en a eu d'autres après et on en parlera. Et tout récemment, le 7 février, notre Parlement a encore transposé en droit belge un texte qui vient évidemment d'une directive européenne et qui élargit encore considérablement la portée dangereuse et liberticide de ces lois antiterroristes. L'occasion donc de revenir sur ces lois, de les dénoncer une fois de plus et d'organiser la mobilisation pour soutenir les militants du Secours Rouge demain, et puis faire le lien avec d'autres luttes, d'autres enjeux, puisque, j'imagine que vous savez un peu, mais ça va être bien expliqué ce soir, ces lois, ces législations antiterroristes, elles ont comme effet majeur de pouvoir criminaliser, pénaliser des gens pour leur expression politique, pour leur action militante. Et nous sommes dans une période de régression sociale où on peut s'attendre à de nouvelles contestations, de nouvelles mobilisations. Et donc, il est important aussi de se protéger contre la répression et de voir les solidarités qu'on peut établir entre les différentes luttes. Donc, c'est dans cet esprit-là aussi que nous voulons ce meeting ce soir, de voir quels sont les liens qu'on peut tisser entre les luttes, ou les procès que les uns et les autres subissent. Voilà, donc on va avoir 4 intervenants qui ont été annoncés sur l'affiche, que je présenterai à tour de rôle, et après on aura une petite discussion, mais j'insiste pour le côté militant et mobilisateur de la discussion. Donc pour commencer, je vais donner la parole à Emmanuel Lambert, qui travaille à la Ligue des droits de l'homme et qui travaille entre autres pour le comité T, donc qui est justement un comité de vigilance et d'observation de tous les dangers que contiennent ces lois antiterroristes, et qui va donc nous retracer brièvement, mais c'est un exercice qu'il fait souvent, en quelques 10 minutes, les différentes législations antiterroristes et évidemment les problèmes qu'elles posent pour nous, défenseurs des libertés, des droits humains et du droit à la contestation. Merci Mathieu. Donc, comme Mathieu l'a dit, je m'appelle Emmanuel Lambert, je suis conseiller juridique à la Ligue. Et je fais partie du comité T, qui est le comité de vigilance en matière de lutte contre le terrorisme, qui est donc un comité qui rassemble divers acteurs qui ont décidé, suite à l'adoption des premières législations antiterroristes, d'assurer une forme de monitoring de ces législations antiterroristes, c'est-à-dire de suivre l'adoption de ces législations et de mettre en évidence les dérives qui existent en matière de lutte contre le terrorisme en Belgique à l'heure actuelle. Et donc, on a commencé avec la première de ces lois, qui est une loi du 19 décembre 2003 relative aux infractions terroristes. Et donc, cette loi, comme Mathieu l'a dit aussi, nous vient à l'origine de l'Union européenne, en tout cas pour le droit belge, à la base d'une décision cadre de 2002 sur les infractions terroristes, qui elle-même est d'inspiration britannique et au-delà de l'Atlantique. Et donc ça a été la première loi sur laquelle on s'est concentré. On s'est rendu compte que, postérieurement à 2001, évidemment, et aux attentats du 11 septembre, il y a eu toute une série de législations qui ont été adoptées. Alors c'est des législations qui parfois étaient en préparation avant. Les attentats du 11 septembre ont surtout servi de désinhibants qui ont permis à toute une série d'acteurs de mettre en avant
ces lois et de justifier l'adoption de ces lois. Il y avait évidemment toute une série de choses qui existaient avant le 11 septembre 2001, et le terrorisme existait déjà avant le 11 septembre 2001, et était d'ailleurs réprimé en Belgique avant le 11 septembre 2001, et toutes les législations qui ont été adoptées par la suite. Alors, il y a eu des législations relatives aux méthodes particulières d'enquête, qui donnent plus de pouvoir aux services de police, qui en fait n'ont fait que légaliser certains pouvoirs qui étaient déjà utilisés par les services de police en pratique. Et donc il y a eu un cadre légal qui a été mis sur pied, un cadre légal qui est, selon nous, déséquilibré. Il y a eu également des législations relatives aux méthodes de recueil de données. Là, c'est concernant les services de renseignement et de sécurité, donc les services secrets, la sûreté de l'État d'une part, et son pendant militaire d'autre part. Il y a eu des législations relatives aux habilitations de sécurité. Il y a eu des législations relatives au mandat d'arrêt européen. Et donc, toute une série de législations qui sont venues enrichir, entre guillemets, le droit belge, ou polluer selon le point de vue, et qui ont étendu de manière très large les pouvoirs donnés, les prérogatives données au pouvoir répressif. Alors, la loi cardinale, la loi qui est à la base de toutes celles-là, je vous le disais, c'est celle du 19 décembre 2003 relative aux infractions terroristes. Alors, cette loi a été très tôt critiquée par différents acteurs en raison de son caractère vague. Elle contient une définition des infractions terroristes, une définition de ce qu'est un groupe terroriste et de l'appartenance à un groupe terroriste. Cette loi donc a fait craindre dès son adoption à des risques de dérive. Elle a été adoptée et votée comme un seul homme au Parlement à l'époque. Elle a donc dû faire l'objet d'un recours en annulation devant la Cour constitutionnelle, puisque vous savez qu'une loi, lorsqu'elle a été votée par le Parlement, peut encore être contestée et être examinée par la Cour constitutionnelle qui va devoir vérifier si elle respecte la Constitution belge et les principes supérieurs que sont par exemple la Convention européenne des droits de l'homme. Et donc un recours a été introduit par la Ligue des droits de l'homme à l'époque. Alors ce recours a été rejeté. Il a été rejeté notamment pour une raison, c'est parce que la Cour nous a dit que, en fait, il appartiendrait au juge, que cette loi était certes peut-être un peu vague, mais qu'il appartiendrait au juge de lui donner corps, de déterminer ce qui serait ou non un comportement terroriste, ce qui serait ou non une appartenance à un groupe terroriste. Et donc, on a comme ça donné un pouvoir assez important au juge, ce qui n'est pas normal. En principe, en droit pénal, il y a un principe de légalité des infractions, donc on doit savoir avec précision quelles sont les infractions pénales et à quelle sauce on pourrait être mangé par le juge. Là, une certaine liberté a été laissée au juge dans l'application de ces législations. Alors, maintenant, ça fait presque 10 ans que cette loi est d'application. Ben, il est temps peut-être d'en faire un petit bilan et donc de prendre différents exemples d'interprétation ou d'application de cette législation. Alors, il y a un exemple qui est très connu, qui est celui de l'affaire Kim Jong-un. Là, on voit par l'absurde que cette loi est totalement floue, puisqu'elle a été interprétée de manière opposée par différentes juridictions. Il y a d'abord eu le parquet fédéral et le tribunal correctionnel de Bruges, et à leur suite la cour d'appel de Gand, qui ont considéré que eh bien, les préventions qui étaient retenues contre Bar Kim Jong-un étaient des actes d'appartenance à un groupe terroriste. Pour rappel, ce qui était reproché à Bar Kim Jong-un, c'était des prises de parole publiques, des traductions de communiqués de presse et d'avoir troublé une réunion au Parlement européen avec le ministre de la Justice de Turquie. Donc ces faits ont été qualifiés d'appartenance à un groupe terroriste par ces deux juridictions et le parquet fédéral, et à l'opposé ont été considérés comme étant un simple usage de la liberté d'expression par la Cour d'appel d'Anvers et la Cour d'appel de Bruxelles. Et donc, après 10 ans de procédure, on a eu plus ou moins 10 ans de procédure, on a eu 4 juridictions, sans compter la Cour de cassation, qui sont prononcées sur les mêmes faits, puisqu'il n'y avait pas eu de nouveaux faits, c'est exactement les mêmes faits et la même prévention, et qui ont eu des lectures totalement différentes du même texte de loi. Et donc, ça montre, je trouve, ça montre le caractère totalement arbitraire qui est susceptible de surgir de l'application de ces législations. Alors,
ça c'est l'affaire emblématique qui a beaucoup mobilisé et qui a fait beaucoup parler la presse. Il y en a eu d'autres. Et si on fait la liste des différentes affaires qui ont impliqué la législation antiterroriste, on peut constater que c'est vraiment un fiasco. Puisque, outre cette affaire des HKPC, donc pour le rappel, il n'y a eu aucune prévention terroriste qui a été retenue. Donc aucune personne n'a été condamnée pour des actes terroristes dans cette affaire. Il y a eu l'affaire du Secours Rouge dont on parle aujourd'hui, qui pour l'instant, en tout cas, la Chambre du Conseil a rejeté toute prétention terroriste, donc malgré des moyens exorbitants, on y reviendra, qui ont été déployés dans ce cas, toujours pas d'infraction terroriste. Il y a eu l'affaire du GICM, qui a entraîné 2 condamnations par la Belgique par la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a eu un arrêt Hakimi contre Belgique et un arrêt El Aski contre Belgique. L'arrêt El Aski, notamment, mettait en cause la Belgique pour l'utilisation de preuves qui avaient été récoltées sous la torture au Maroc, et donc qui ont été acceptées par les juridictions belges et qui ont permis la condamnation de M. El Aski. La Belgique a été condamnée pour ça. Il y a eu l'affaire Seyadi qui a entraîné la première condamnation de l'histoire de la Belgique par le Comité des droits de l'homme des Nations Unies. L'affaire Sintians Plain qui concernait des Tchétchènes qui ont été aussi poursuivis pour terrorisme, et sur 14 personnes inculpées, 13 ont été acquittées. Il y a eu également l'affaire du PKK, qui a été une affaire qui était une affaire énorme et qui s'est complètement dégonflée. Et donc, si on prend l'ensemble de ces applications de la législation antiterroriste, on constate que le bilan est calamiteux. C'est vraiment un bilan calamiteux. Il y a très peu d'affaires qui ont permis d'aboutir à un résultat satisfaisant du point de vue du parquet fédéral, à savoir une condamnation pour des faits de terrorisme. Et lorsque ça a été le cas, comme dans l'affaire de GICN par exemple, là il y a eu une condamnation de la Belgique par la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, pourquoi cette législation qui pose tellement de problèmes? On peut se poser la question, pourquoi cette nouvelle législation, à quoi sert-elle? Il faut bien se rendre compte que, vous vous en doutez, avant l'adoption de cette législation, le terrorisme était déjà réprimé en Belgique. Il a déjà fait l'objet de condamnations. Nizar Travelsi, par exemple, a été condamné en Belgique avant l'adoption de la législation terroriste, sur les bases d'ancienne législation. Parce que c'est quoi le terrorisme? C'est le meurtre, la prise d'otage, la destruction d'immeubles, que sais-je, toute une série de choses qui sont pénalisées par le code pénal depuis sa création. Et donc, les ajouts, la plus-value de ces législations antiterroristes, elle est plus dans une forme de criminalisation de certains mouvements sociaux. On le voit dans l'affaire du DHKPC, par exemple. Ce qui était poursuivi, ce n'était pas des actes terroristes au sens où on l'entend, au sens où le droit commun l'entend, c'était plus particulièrement des actes de liberté d'expression. Alors là, on vient de passer un pas, comme l'a dit Mathieu, puisqu'on vient de voter une nouvelle loi, qui est une loi qui va pénaliser toute une série de comportements, parmi lesquels le recrutement, l'entraînement en vue du terrorisme, mais aussi une disposition qui est beaucoup plus problématique, qui est celle de la provocation directe et indirecte au terrorisme. Alors la provocation directe, on peut imaginer ce que c'est le fait d'inciter directement quelqu'un à commettre un acte terroriste. C'est quelque chose qui est déjà réprimé par le code pénal aussi depuis très longtemps. Mais la provocation indirecte, là on a un peu de mal à savoir ce dont il s'agit. La provocation indirecte, ça signifie mettre à la disposition un message, mettre à la disposition du public un message qui aurait pour objectif d'inciter à commettre des actes terroristes, quand bien même aucun acte ne serait commis. Donc ça veut dire qu'il y a un message qui ne dit pas qu'il faut commettre des actes terroristes, ça peut être un message qui peut dire qu'il soutient une cause, qu'il commente un attentat, ça peut être tout type de message, mais qui ne prône pas la commission d'un acte terroriste. Et donc, dans ce cas-là, avec cette nouvelle loi, il y a une possibilité d'être condamné pour incitation indirecte à commettre un acte terroriste. Et donc là, encore, c'est un texte qui est extrêmement vague, et donc extrêmement problématique. C'est un texte qui est très critiqué à l'heure actuelle, et qui sera sans doute critiqué encore dans le futur. Je sais que des académiques, notamment, se mobilisent contre ce texte en ce moment. Voilà, mais donc l'ensemble de ces législations et de leur application, surtout, ça fait maintenant 10 ans que la loi de 2003 a été adoptée, quasi. Il est temps
d'évaluer un peu au minimum ces législations avant d'envisager l'adoption de nouvelles législations. Alors, il y a une première évaluation qui a été commencée par le Parlement en 2009, mais qui s'est totalement... qui était un pétard mouillé, qui n'a servi à rien, puisque l'évaluation n'a jamais été terminée. Donc il y a juste eu quelques auditions pour faire plaisir, je suppose, aux gens qui la demandaient, à savoir les ONG. Et ensuite, il n'en est absolument rien sorti, aucun rapport, aucune recommandation, aucune modification législative. Donc voilà, c'est dans ce cadre maintenant que s'inscrit le procès dit du Secours Rouge, qui fait l'objet de cette soirée. Et donc, demain, en effet, les 4 personnes poursuivies vont être passées devant la chambre des mises en accusation. Et donc, je pense qu'il faut regarder aussi ce procès à l'aune de tout ce que je viens de dire, donc à l'aune de toute cette lutte contre le terrorisme qui dure depuis maintenant, qui dure depuis plus de 10 ans, mais qui, depuis 10 ans, se base sur des textes qui sont extrêmement problématiques. Voilà, merci. Voilà le cadre législatif et historique clairement posé. Maintenant, nous allons donner la parole à Anne Morelli, qui est une intellectuelle, une professeure d'histoire à l'ULB et à l'Institut d'études des religions et de la laïcité, mais aussi une militante de longue date. Et voilà, je vais vous demander simplement, vous, de votre point de vue, je dirais un peu plus universitaire, quel est l'enjeu de résister à ces lois, de soutenir des militants comme ceux du Secours Rouge, et aussi peut-être, vu que la plupart des étudiants de l'ULB vous connaissent comme professeur de critique historique, mais le nécessaire esprit critique que nous devons avoir face à toutes ces mises en scène, à ces scénarios qui sont gonflés pour permettre la répression. Bien, je vais partir de faits tout à fait personnels. Si vous regardez ma biographie sur Internet, qu'est-ce qu'il est mis? Elle était à la sortie de prison de Pierre Carrette lors de sa sortie à Louvain. Bon. Alors, ça revient régulièrement, vous avez beau l'effacer, ça revient de manière récurrente. C'est pourtant pas le fait le plus important de ma vie, mais c'est vrai que j'ai tenu à y être, alors que je ne connaissais pas Pierre Carrette, que personnellement, j'ai jamais posé de bombe, donc ce n'était pas une sympathie de ce côté-là, mais je considérais que c'était une question de principe extrêmement importante. Il aurait dû bénéficier de la loi Lejeune, il aurait dû pouvoir sortir de prison, mais on exigeait de lui du repentir. Il devait dire qu'il regrettait et qu'il n'avait plus les mêmes idées que celles qu'il avait au départ. Alors ça voulait dire que, par exemple, je ne sais pas moi, le capitalisme était devenu moral depuis. Hein. Ça aurait fait plaisir sans doute au directeur de la prison et aux autorités. Et comme il se refusait à cela, il était obligé de mener sa peine jusqu'au bout, alors que un assassin banal, je dirais, qui tue sa femme ou l'amant de sa femme, il est assuré d'avoir le bénéfice de la loi Lejeune. Donc, à partir de là, je voudrais rebondir sur ces lois liberticides qui sont de plus en plus nombreuses. Je ne reviendrai pas sur les aspects juridiques. Bien sûr, il faut dans tous les pays du monde des lois qui répriment ceux qui assassinent d'une manière ou d'une autre. Ou quelqu'un qui donne une arme, et ça ce serait l'incitation au meurtre, quelqu'un qui donne une arme et qui dit, voilà, tire sur lui, ça c'est vraiment une incitation directe au meurtre. Mais en fait, la réalité d'aujourd'hui est tout à fait différente, puisque on a élargi cette catégorie qui est assez légitime à toutes les personnes qui diffusent, qui soutiennent les idées de mouvements qui ont des activités terroristes ou qui ont eu des activités terroristes. Et c'est là, évidemment, que ça devient insupportable. Et je dirais que l'étape suivante, on y est, c'est la criminalisation de tous ceux qui défendent la liberté de penser et la liberté d'expression.
Et donc on est dans cette étape-là où n'importe qui peut être suspecté parce qu'il a défendu la liberté d'expression de quelqu'un qui n'est pas dans la ligne, on ne dit pas du parti, mais dans la ligne de l'ordre établi. Alors, ces listes de groupes terroristes, elles sont très fluctuantes. Et là, si on regarde avec un regard d'historien, on voit par exemple que l'ANP de Nelson Mandela, aujourd'hui les écoles gardiennes s'appellent Nelson Mandela, mais il y a quelques décennies, Nelson Mandela c'était la personne recherchée numéro 1. Il allait mettre le feu à l'Afrique du Sud, démolir le seul pays qui fonctionnait, instaurer le communisme, etc. Et donc il était dans les personnes recherchées, et un membre de l'ANP, c'était quelqu'un d'extrêmement dangereux. Et donc, ces listes sont fluctuantes. Pensons à Yasser Arafat, à un moment criminalisé, puis il va prendre le thé avec le pape, et puis il est reçu par le président des États-Unis, puis il redevient criminel de nouveau. Tout cela n'a pas une consistance objective. Et on pourrait dire la même chose aussi des moudjahidines du peuple en Iran, qui, selon les moments, sont des interlocuteurs valables ou bien sont des terroristes. Alors, je vais vous donner encore un exemple personnel. C'est que vous avez vu la semaine passée qu'il y a eu des fuites dans les documents de la sûreté. Et il y a quelque chose qui ne vous a peut-être pas, vous, frappé, mais moi, cela m'a assez bien frappé, c'est qu'il y a une série de professeurs suspects. Alors, dans ces professeurs suspects, il y a Richtorfs, professeur de droit canon à la KUL, il y a Dobelard, professeur aussi, et moi-même. Dans les professeurs suspects. Alors, suspects de quoi? Suspects d'accointance avec les sectes religieuses. Les sectes religieuses. Et donc, demain, normalement, dans le soir, vous verrez la réponse que Richtorfs et moi-même faisons à cela. Et c'est quelque chose de très inquiétant. Parce que qu'est-ce qui se passe? Mais oui, évidemment, comme vous l'avez dit tout à l'heure, moi je dirige un centre d'études des religions. Donc forcément, nous avons contact avec toutes sortes de religions. Nous faisons un colloque sur le mormonisme dans quelques mois. On a contact avec des mormons. On fait une exposition sur le taoïsme. Nous avons contact avec les taoïstes. Eh bien, c'est quelque chose de très dangereux et de très suspect. Parce que nous sommes considérés comme les agents des sectes. Alors, personne ne peut vous dire quelle est la différence entre une bonne grande religion et une mauvaise petite secte. Le président des États-Unis a failli être un mormon, ce qui était quand même une secte aussi. Et donc, avec cette différence tout à fait imaginaire, on criminalise un certain nombre de gens. On les criminalise non pas pour des actes, non pas pour des incitations à la débauche ou au meurtre, mais simplement parce qu'ils auraient eu des contacts qui sont des contacts suspects, et donc les voilà suspectés eux-mêmes, parce que nous prônons la liberté d'expression, et pour les témoins de Jéhovah, même s'ils nous réveillent tôt le dimanche matin, et pour les mormons, et pour les adventistes, et pour les raéliens, etc. Alors, je crois que c'est assez inquiétant comme évolution, parce que ça part aussi d'un point de vue, mais à la sûreté, ils ne sont pas toujours très fins, ça part de l'idée que si vous êtes un chercheur qui travaille sur le virus du sida, c'est que vous êtes séropositif. Bon, ça n'a pas beaucoup de sens, mais c'est ça la logique, c'est que forcément, si vous avez eu des contacts avec ces gens... Alors, l'élargissement est inquiétant. Est-ce que demain, parce que j'ai fait un livre, et c'est le cas, sur un anarchiste italien qui en 1902 était venu pour tuer Léopold II,
il n'a pas réussi, et je n'ai pas dit hélas, il n'a pas réussi, est-ce qu'on ne va pas dire, voilà, c'est la promotion du terrorisme, en fait, vous avez provoqué indirectement au terrorisme. Et donc, il y a une grave remise en cause de la liberté académique. Il y a effectivement une pétition qui circule parmi mes collègues à ce sujet, parce que si on ne peut plus étudier les sujets qui fâchent, ça réduira beaucoup nos centres d'intérêt. Et d'autre part, il y a une grave remise en cause de l'ensemble de la liberté d'opinion, de la liberté d'expression, de la liberté de penser, et c'est pour ça que demain matin, je serai parmi vous à 9h45 au Palais de Justice. Voilà, je vous remercie. Merci. Donc oui, l'audience demain est fixée à 10h15 et le rendez-vous de la mobilisation, c'est entre 9h et 10h30 sur les marges du palais, avec du café. Donc on l'a vu, le danger de ces lois, c'est qu'elles peuvent viser des actes militants ou des organisations qui n'ont a priori rien à voir avec le terrorisme, quoi qu'on pense du terrorisme. Oui. Oui, donc le danger de ces lois, c'est qu'elles peuvent viser des personnes, mais aussi des individus, des organisations qui n'ont a priori ne se définissent pas comme terroristes et n'ont pas des velléités de commettre des attentats terroristes, mais qui, de par l'interprétation large de la loi, pourraient tomber sous le coup de poursuites. Parmi ces organisations, on a pensé tout de suite aux organisations syndicales, puisque remettre en question le fonctionnement d'un pays, de ses entreprises, ça peut être considéré comme un acte terroriste. C'est quand même ce que font souvent les syndicats quand ils font des grèves et des mobilisations. Donc, nous allons donner la parole maintenant à Martin Wilhelms, qui est notre permanent syndical à la CNSSC, qui va nous parler un peu de cette question du point de vue syndical, et aussi, comme je le disais en introduction, en sachant que nous sommes dans une période de régression sociale, de politique d'austérité qui nécessite des mobilisations et de nous battre pour nos droits, et qu'on risque là aussi de faire face à ces personnels répressifs dans ces mobilisations nécessaires. Oui, bonsoir, je suis Martin Wilhelms, je suis permanent syndical de la CNE, la Centrale Nationale des Employés, qui fait partie de la CSC. Donc, oui, on demande ce que pensent, ou si les organisations syndicales se sentent menacées par les lois antiterroristes. Bon, personnellement, je pense qu'en tant qu'organisation, les organisations syndicales ne risquent pas grand-chose. Mais je pense par contre que le militantisme syndical, le vrai militantisme syndical, lui, est clairement visé, ou peut être clairement visé. Alors on peut se demander pourquoi on a invité un syndicaliste ici, parce que bon, finalement, parmi les syndicats n'ont évidemment pas le monopole de la contestation. On peut dire que parmi toutes les organisations contestataires, les organisations syndicales ne sont sans doute pas les plus dangereuses, en tout cas pas celles qui sont ressenties comme étant les plus dangereuses par les forces de l'ordre. On aurait pu inviter Greenpeace ou des mouvements plus activistes qui sont plus souvent l'objet de poursuites pénales. En plus, les syndicats ont cette ambiguïté, vous le savez tous, d'être à la fois un contre-pouvoir, mais d'être aussi des institutions. Hein, donc, on va dire que c'est un contre-pouvoir institutionnel, ce qui est un bel oxymore. Et en plus, les organisations syndicales en tant qu'organisation sont explicitement exclues de la loi contre le terrorisme de 2003. Mais je reviendrai sur ce point. Je pense que ça n'exonère pas n'importe quel acte de militance. Voilà. Ce qu'on peut dire aussi contre les organisations syndicales, c'est que parfois elles sont plus antiterroristes que les forces de l'ordre. Bon, je dois quand même rappeler, c'est un événement malheureux, quelque chose qui a été assez choquant, je trouve, c'est l'exclusion de Roberto de Radio, en plein combat syndical, où là, bon, on a dit beaucoup de choses sur lui, et notamment qu'il en arrivait à des méthodes qui dépassaient le syndicalisme généralement admis. Donc on pourrait dire que finalement l'organisation syndicale, avant même qu'il soit inculpé de quoi, enfin qu'il soit condamné pour quoi que ce soit, a elle-même sa politique antiterroriste.
Mais bon, malgré tout, c'est vrai que les organisations syndicales et le syndicalisme en général a une grande histoire, une grande expérience de la répression. Il n'y a pas si longtemps, c'est en 1921, et c'est un acte quand même fondateur du syndicalisme, qu'on a annulé une loi, le code pénal en Belgique, l'article 310, qui était la loi qui condamnait les meneurs. Donc le fait de mener, de pousser d'autres personnes à mener en l'occurrence des actions syndicales. C'est assez amusant parce que, enfin amusant, avec beaucoup de dérision, parce que quand on parle aujourd'hui d'amener, de créer une nouvelle inculpation terroriste qui est le fait d'inciter, même indirectement, à commettre des actes, je trouve qu'il y a un certain écho à cette fameuse loi contre les meneurs. Donc on l'annule en 1921 et en 2013 réapparaît quelque chose qui y ressemble très très fort, même pas un siècle après. Le syndicalisme, en tout cas certains actes de la lutte syndicale, sont régulièrement attaqués et il n'a pas fallu de loi antiterroriste pour ça. On peut citer, c'est très connu, que lorsqu'il y a des grèves dures, des blocages, des piquets de grève, on a ce qu'on appelle les fameuses ordonnances unilatérales qui sont prises en référé. Donc en gros, on a un patron qui va prendre un tribunal et qui dit il y a un risque de voie de fait parce que des gens ont appelé à bloquer mes usines. Le juge, très souvent, le suit et prononce une ordonnance unilatérale, donc sans même écouter la partie adverse, et qui décrète que voilà, aucun syndicaliste ne pourra s'approcher de moins de 300 mètres de l'entrée de l'usine pour couper court à toute action. Il y a régulièrement des inculpations pour rébellion. Encore il n'y a pas si longtemps, il y a un délégué délégué principal chez Carrefour qui a été inculpé pour rébellion contre la police. Et il a eu l'énorme chance de pouvoir produire un film qui montrait ce qui s'était vraiment passé pour qu'en fait les poursuites soient abandonnées. Mais sinon, il avait contre lui le témoignage de 4 ou 5 policiers qui déclaraient en chœur que oui, il s'était rebellé contre la police, qu'il avait donné des coups à la police. On a pu voir sur le film que c'était tout l'inverse. Voilà, sans très certainement des sanctions administratives communales, c'est un autre exemple. Les lois antiterroristes, déjà en 2003, je crois qu'on peut se poser beaucoup de questions. Je l'ai dit, les organisations syndicales ont dit explicitement dans la loi de 2003 qu'elles ne sont pas à considérer comme des organisations terroristes. Bon, je pense que ça évite, parce que vous savez qu'appartenir à une organisation terroriste est déjà considéré comme un crime. Donc, ça permet de dire que quelqu'un qui serait affilié à un syndicat ne peut pas être inculpé pour terrorisme. Heureusement, on peut dire. Mais ça n'exonère pas n'importe quel acte de militance syndicale de ne pas tomber sous le coup des lois antiterroristes. Il faut rappeler quand même que c'est quoi la lutte syndicale? La lutte syndicale, c'est quand même créer un rapport de force, créer, s'il le faut, un dommage économique pour faire comprendre à un patron ou à des patrons, ou le cas échéant à un gouvernement, parce qu'on fait aussi des actions politiques contre les décisions du gouvernement, pour faire comprendre qu'ils ont intérêt à revenir sur certains projets, sur certaines décisions. Et donc c'est la nature même de l'action syndicale que de causer ou de menacer de causer un dommage économique. Or, quand je lis dans la loi de 2003, la destruction ou la dégradation massive d'une propriété publique ou privée ayant pour effet, mettre en danger des vies humaines, disons que c'est moins applicable, mais ayant pour effet de produire des pertes économiques considérables, ça peut être qualifié d'infraction terroriste. Donc, de mon point de vue, si on décidait de faire des actions syndicales déterminées qui visent à vraiment bloquer l'ensemble de la vie économique du pays pour, par exemple, faire revenir le gouvernement sur tous les projets qui sont en préparation, par exemple la modération salariale, on pourrait estimer qu'on commence à toucher à une infraction terroriste. Donc c'est en effet très dangereux. Et je crois que
quand certains disent « Ah, les organisations syndicales ne sont pas concernées », c'est qu'ils voient les organisations syndicales comme beaucoup aimeraient les voir, c'est-à-dire le service aux affiliés, c'est l'intervention sur des cas individuels dans les entreprises, ou, si vraiment il faut marquer le coup, une petite promenade de la gare du Nord à la gare du Midi. Mais la vraie militance syndicale qui est de créer une menace de dommages économiques pour faire revenir vraiment sur des décisions importantes, ça, certains aimeraient dire que ce n'est pas du syndicalisme. Pourtant, c'est ça l'essence du syndicalisme. Alors maintenant, on en arrive à l'incitation directe ou indirecte à des actes comme celui que je viens de citer, que ça soit suivi des faits ou pas. Bon, ça, évidemment, c'est extrêmement dangereux. C'est le flou total. Les autres intervenants l'ont souligné. Je voudrais prendre pour exemple un point de vue de Nico Cuet. Bon, vous savez, c'est le président de la centrale des métallurgistes Wallonie-Bruxelles, dans le journal syndical du 18 janvier 2013. Et là, qu'est-ce qu'il écrivait? Que la rage soit avec vous. On commence bien. L'année nouvelle sera une vallée de larmes, pleine de douleurs et marquée par la violence faite à la classe ouvrière. Nous sommes confrontés à l'offensive la plus déterminée contre toutes les conquêtes sociales. Qui sont-ils? L'Europe et ses lobbyistes, le gouvernement aux ordres des banques et au service des patrons, le roi, les médias dominants. Les métallos de Wallonie et de Bruxelles ne vont pas se résigner à tout perdre et à se taire. Je souhaite à tous les travailleurs de ce pays que la rage soit avec eux, que l'optimisme de la résistance illumine leur détermination, car un autre monde reste possible et qu'avec eux, la peur change de camp. Que la peur change de camp. Si maintenant on demande à un juge, parce que c'est à ça que mène la loi antiterrorisme, si on demande à un juge si un tel texte peut être considéré comme une incitation, éventuellement indirecte, à causer des actes terroristes, si le juge doit se demander, tiens, est-ce que quelqu'un en lisant ça ne pourrait pas se dire, oui, il faut faire autre chose que les manifestations, je vais aller faire des actes beaucoup plus durs, et même s'il ne le fait pas, est-ce que c'est possible? Bien sûr que c'est possible. Donc demain, on pourrait inculper M. Nico Cuet pour infraction terroriste. Donc je trouve en effet que c'est extrêmement dangereux. Bon. Et tout en disant qu'il ne faut pas non plus se leurrer, si on considère que le syndicalisme doit être un véritable contre-pouvoir et doit être subversif, c'est-à-dire qu'il doit essayer d'en arriver à une autre vision du monde et à un changement des rapports de force, il faut se dire aussi qu'à ma connaissance, il n'y a aucun État qui, dans sa loi ou dans sa constitution, autorise la révolution. Donc, oui, les lois antiterroristes sont dangereuses. D'un autre côté, on n'avait pas besoin de ça pour criminaliser la subversion. Je ne pense pas qu'on puisse imaginer que ça soit un jour autorisé. Quoique, et ça, Mme Aurélie pourra peut-être le dire mieux que moi, l'expliquer mieux que moi, je crois que la Constitution française de 1793, oui, qui donnait non pas le droit à l'insurrection, mais le devoir d'insurrection, est quand même un contre-exemple, mais je crois que cette Constitution n'a jamais été appliquée. Non, elle n'est pas en vigueur, en tout cas. La Constitution américaine Et oui, d'une certaine manière, la Constitution américaine. Merci. Alors, au bout de la table, pour terminer en tout cas cette première prise de parole, je passe la parole à Thomas Angler, qui représente les JOC, Jeunesse ouvrière chrétienne, qui je pense sont en train de changer de nom. Les JOC qui sont à l'initiative de la plateforme Stop Répression, plateforme qui veut dénoncer et résister à la répression policière en général, pas rien que la répression terroriste, pas rien que la répression du militantisme. Je pense que Thomas en parlera de la manif du 15 mars, mais aussi la violence policière à l'égard des jeunes, etc. Et avec la manif qu'ils ont organisée aujourd'hui, cette question des sanctions administratives communales qui, à travers juste des amendes à payer, vise aussi à pénaliser des formes de militantisme. J'en profite, puisque je ne l'ai pas dit en introduction, mais que ce n'est pas le plus important, pour préciser donc, que ce meeting a été organisé un peu rapidement à l'initiative du collectif Nos Procès, donc, qui est un collectif de soutien aux militants de secours rouge poursuivis, la Ligue des droits de l'homme, les JOC, le CLEA, Comité pour la liberté d'expression et d'association, et Bruxelles Laïque. Thomas.
Donc, bonsoir tout le monde. Thomas, permanent à la JOC de Bruxelles. Effectivement, la JOC organise depuis maintenant 2 ans, enfin en tous les cas vers l'extérieur 1 an et demi, une campagne qui s'appelle Stop Répression et qui effectivement a très vite pris la décision de ne pas se concentrer uniquement sur la violence policière, mais bien de parler de répression d'État et d'aborder différents axes de ce qu'on appelle aujourd'hui le tout sécuritaire et qui est vraiment un réflexe bien inscrit depuis un certain temps. D'ailleurs, je voudrais revenir sur le fait que les lois qu'on aborde ici aujourd'hui, les différentes mesures, je ne vais pas revenir sur les lois antiterroristes, je ne suis absolument pas qualifié techniquement parlant, notamment par rapport aux différents intervenants, mais on a la loi antiterroriste, on a un projet de loi sur les groupements radicaux, on a les amendes administratives, et j'en passe. On a la légalisation prochaine de toute une série d'armes soi-disant non létales. On a d'ailleurs changé le nom suite à la démonstration de la réalité. Elles ne sont plus non létales, mais moins létales. Je cite le PDG de Taser. Alors, qu'est-ce qui change? Les différents intervenants l'ont dit. Finalement, tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'était déjà possible avant. Qu'est-ce qui change quand on rentre dans un système qui cherche à élargir les pouvoirs de l'État en matière de répression? Dans le projet de loi sur les groupements radicaux, c'est intéressant quand on a la discussion qui s'est tenue notamment dans les discussions entre cabinets ministériels, quand on discute le projet de loi. Et qu'est-ce qu'on voit dans ce discours? Toute une série de choses très intéressantes. La première chose, c'est que finalement l'argument de fond, le seul argument, parce qu'il ne faut pas croire que les gens qui décident, les cabinets, etc., ne voient pas le danger de construire des juridictions administratives, etc. Ils voient très bien, ils le disent. Qu'est-ce qu'on leur répond? On dit oui, mais les tribunaux sont engorgés, c'est trop lent, c'est trop compliqué, on va faire plus rapide. En gros, en fait, ce qu'on dit, c'est on va mettre en place des tribunaux d'exception, parce que comme ça va aller plus vite. Tribunal d'exception, les exemples historiques, et Mme Morelli ne me contredira pas, font plutôt peur. La logique qu'il y a derrière les amendes administratives communales, on était dans la rue encore il y a une demi-heure, c'est exagéré, mais 2 heures. Et c'est quoi? C'est de nouveau, si vraiment il y a des infractions qui sont commises par des manifestants, par des militants, on peut discuter de l'opportunité de les punir ou pas, mais c'est possible. Pourquoi mettre en place un système administratif? L'idée c'est quoi? C'est qu'on sort du système judiciaire, qui, avec tous ces problèmes, notamment la loi ici met en évidence, mais quand même s'appuie sur un certain nombre de droits et de libertés fondamentales qui protègent un minimum, en tous les cas, les personnes qui constituent la société. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On va en sortir. On en sort pour aller plus vite, pour pouvoir punir plus fort, pour pouvoir mettre de côté finalement tous ces droits, ces libertés. C'est chiant, ça prend du temps, ça coûte de l'argent, on va plutôt aller vers autre chose. Et les amendes administratives, à ce niveau-là, c'est vraiment intéressant, c'est que c'est vraiment ça qu'on fait. C'est que là, on peut coller une amende à quelqu'un qui a manifesté, il n'y a plus besoin de démontrer qu'il a manifesté, simplement il suffit de dire qu'on a son nom, qu'on a pris sa carte d'identité, il n'a plus besoin de démontrer une infraction, et il ne peut pas la contester. Bon, en tous les cas, c'est très compliqué. Et donc, ce qui change, c'est l'introduction d'une part de l'arbitraire. De plus en plus, c'est mis en évidence dans toutes les différentes dispositions qu'on discute ici. C'est valable pour les sacs, c'est valable pour la loi, si elle vient sur les groupements radicaux, c'est valable pour la loi antiterroriste. Et donc, la question qu'elle pose, c'est face à l'approfondissement de la répression, qui est de plus en plus dur, et je reviendrai sur la question un petit peu plus loin, qui nous protège? On pose la question évidemment souvent avec la JOC et la campagne de répression, qui nous protège de la police, mais ce que pose comme question la campagne de répression, c'est qui nous protège de la police, qui nous protège de l'État. Et je voudrais revenir justement sur l'histoire de la rébellion, c'est qu'on le voit très souvent. Si vous avez un problème avec un agent de police, quel qu'il soit d'ailleurs, et que vous portez plainte, quelle est la réponse de façon presque systématique? C'est que on vous accuse de rébellion. Allez démontrer face à 4, 5, 6, 7, 8, 9 agents qui sont quand même, il faut le rappeler, des fonctionnaires assermentés, ils sont censés ne jamais mentir.
que vous n'avez pas agressé ou poussé l'agent, il faut avoir la chance d'avoir une vidéo, et une vidéo qui soit suffisamment claire, suffisamment précise, et que vous pouvez suffisamment étudier, etc., pour démontrer que c'est l'agent, les agents, qui mentent. On l'a encore vu récemment avec ce jeune garçon, Moad à Molenbeek, qui a été castagné par 5 agents de police. Alors, on peut discuter, hein, peut-être que ce garçon avait fait des choses qu'il n'était pas censé faire. C'est pas la question. Il a 14 ans, il fait 1m50, il pèse 45 kilos. Ils étaient 5. Le gamin est rentré en sang chez lui, qu'est-ce qu'on répond? Il y a eu rébellion. Mais quelle rébellion? Qu'est-ce qu'un garçon, un petit garçon de 45 kilos peut faire face à 5 agents de police entraînés avec des menottes, des matraques et tout ce qu'il faut retomber sur terre 2 minutes. Et qu'est-ce qu'on voit là de nouveau? C'est qu'on l'accuse de rébellion. Et ça pose la question, et on le voit, pour revenir à la question du comité P, et après j'arrête sur la police parce que ce n'est pas vraiment le sujet ici, mais ça montre quelque chose qui est plus général, je vais revenir, c'est que le comité P, c'est qui? Cette instance indépendante qui est censée dépendre du Parlement, du pouvoir législatif, etc. Ce sont, et je ne sais pas moi qui le dis, c'est pas un immonde gauchiste, comme même nous le rappelait la police, qui veut s'en prendre aux forces de police. C'est l'ONU, le comité contre la torture de l'ONU, qui dit que quand même c'est inquiétant de constater que le comité P est constitué d'un grand nombre d'agents qui sont détachés par leur service, donc c'est même plus qu'ils ne sont plus dans la police. Ils sont détachés par la police pour siéger au comité P et qui y retournent par après pour occuper une place dans la hiérarchie. Le comité contre la torture de l'ONU se permet d'exprimer des sérieux doutes quant à l'indépendance du comité P. Et donc là on est vraiment dans le cœur du problème, c'est que ce qu'on nous enlève, ce qui est en danger ici, au-delà de la liberté d'expression, au-delà de la liberté de manifester, c'est la liberté de contester. C'est la liberté de faire bouger la société sur ses lignes. C'est la liberté de pouvoir défendre et construire une société différente, une société basée sur des libertés et des droits. Ces droits, ils ne sont pas tombés du ciel, ils ont tous été obtenus en se battant pour les avoir. C'était une série d'exemples historiques. Il n'y a aucun droit, aucun, qui nous a été donné. On a toujours été les chercher, et pour aller les chercher, il faut déranger ceux qui ont le pouvoir et qui ne veulent pas nous donner les droits. C'est bien ça qui est en danger ici. C'est la possibilité de faire ça. C'est la possibilité de contester, c'est la possibilité d'exiger un monde différent. Et donc, finalement, la lutte contre l'insécurité, la lutte contre le terrorisme, au nom de cette lutte-là, on détruit ce qu'on prétend défendre. Il y a cette phrase qui circule toujours qu'une société qui est prête à abandonner un peu de liberté pour plus de sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre. C'est bien de ça qu'on parle ici. Et ça pose une question fondamentale, c'est que par rapport aux problèmes posés, sécurité, terrorisme, etc., personne ne va dire que c'est des problèmes inexistants, c'est pas ça la question. La question c'est de savoir si la solution qu'on met en œuvre répond un tant soit peu, un minimum même, au problème qui est identifié. La réponse de cette répression, la réponse de la JOC, c'est bien non. Ce qu'on voit quand on pose la question de la sécurité, les ouvriers d'ArcelorMittal, est-ce qu'ils sont en sécurité quand on détruit leur emploi pour des raisons bassement économiques, hein, il s'agit simplement de contrôler la production d'acier pour faire monter le prix. Voilà, mais les gens rapportent. Ces gens manifestent, et il y a un gars qui perd un œil. Qui est-ce qui est en danger ici? Qu'est-ce que c'est la sécurité? Ça, c'est une première question à poser. On peut parler de criminalité aussi. Tout le monde veut vivre dans une société sûre. Mais superposer la carte de la criminalité et la carte du chômage, c'est la même. C'est bien la réalité, c'est que la police ne lutte pas contre la criminalité. Les statistiques n'existent pas au niveau belge. Si vous prenez les statistiques anglaises, françaises, la police résout 8% des cambriolages, 10% des vols de voitures. Dans le cas des agressions violentes, c'est un petit peu plus. Il faut quand même savoir que dans la majorité des cas, on parle de plus de 50%, l'agresseur est connu de la victime. Donc, ce n'est pas vraiment un travail de police, ils vont juste le chercher.
Alors, est-ce que c'est nécessaire d'avoir quelqu'un qui a les muscles, etc., pour aller le chercher? Je ne dis pas le contraire. Mais est-ce qu'on lutte contre la criminalité? Est-ce qu'on renforce la sécurité à travers ces lois, à travers ces mesures répressives? Il faut poser la question. C'est la première chose que Stop Répression et la JOC ont voulu faire dans cette campagne. C'est de poser cette question-là, c'est de pouvoir se réapproprier un discours sur qu'est-ce que c'est la sécurité. Et dans une période de crise, où on détruit nos vies, la réalité c'est ça. Nos salaires, nos emplois, notre possibilité de construire un futur. Beaucoup de jeunes dans la salle, on le sait tous, avec les contrats à durée déterminée, l'intérim, etc. Allez trouver un emprunt pour vous acheter une maison. Je ne parle même pas d'envoyer vos enfants à l'université quand elle sera privatisée. Et ainsi de suite. Et donc, face à ça, très logiquement, ce n'est pas forcément mécanique, mais il y a contestation. On ne va pas se laisser faire, on ne va pas se laisser marcher sur les pieds, il n'y a pas photo. Il y a aussi un moment où ça devient mécanique, quand on n'a plus à bouffer, on mord. C'est normal. La question, c'est de savoir qui on va mordre. Ça, c'est encore autre chose, ce n'est pas le sujet ici. Mais donc, le fond, c'est bien ça. C'est d'être capable de construire la résistance. Et c'est ça peut-être le cœur de mon argumentaire ici. C'est deux choses. Trois. La première, c'est qu'il faut faire attention avec les questions répressives. C'est que ce n'est pas le cœur de notre combat. Le cœur de notre combat, c'est les luttes sociales. Le cœur de notre combat, c'est la modération salariale. C'est la possibilité de construire une vie, un futur, d'avoir une société harmonieuse dans laquelle chacun peut s'émanciper. Ça, c'est le cœur de notre combat. Il faut faire très attention avec les luttes contre la répression. C'est que les procès, les manifestations contre la violence policière, etc., ça avale de l'énergie, ça avale de l'argent, ça avale des moyens matériels et humains très importants. Et ce n'est pas le cœur de notre combat. Il y a beaucoup d'exemples historiques où des luttes importantes ont été tuées à force de les enfermer dans la libération de leur cadre, dans le impayé des avocats, etc. C'est un danger auquel il faut faire attention, et c'est une des choses qu'on essaye de garder en tête dans la campagne Stop Répression, c'est qu'il faut lier intrinsèquement la question de la lutte contre la répression à celle des luttes sociales qui sont plus générales dans notre société. C'est crucial en termes de stratégie. La deuxième chose, évidemment, et là on le voit bien, c'est d'être capable de travailler avec des plateformes, d'unir, de construire des fronts larges. L'ennemi qu'on a face à nous est particulièrement fort, il est très bien organisé et en plus il a plein de fric. Nous, on n'a pas plein de fric, par contre on est nombreux. Si on est nombreux, il faut s'unir, il faut être capable d'être très nombreux dans la rue, très nombreux dans ces actions de contestation, et on l'a encore vu ce soir. La police nous dit, vous restez sur la place, tout va bien. On n'est pas resté sur la place. On est quand même parti en manifestation, on n'avait pas demandé d'autorisation et on n'a pas été arrêté. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas été arrêté? Parce qu'on est nombreux, parce qu'on nous regarde, parce qu'on fait un travail de construction de plateformes larges. Ce qu'on fait avec les sacs, et j'y reviendrai, c'est de réunir ces organisations dans un front large. Et donc, la question fondamentale autour de la répression, c'est d'être capable d'en faire des luttes collectives. Face aux amendes, face au procès, on est seul, on est isolé, et c'est bien l'objectif. C'est bien d'être capable de tous s'unir, d'être capable de dire à un moment, quand ce sera nécessaire, mais on est tous des terroristes, arrêtez-vous. C'est ça, hein? Ce que cette loi dit, si je dois la prendre au mot, je suis un terroriste. J'appelle, moi, je participe à des actions qui perturbent le système économique. Et donc, à un moment, il va falloir pouvoir se mettre ensemble, construire ces grands moments d'union autour de ces questions-là, et de refuser d'être isolé, de refuser la répression, de refuser la peur. On a dit la peur de changer de camp. C'est bien de ça qu'on parle, c'est qu'on n'a pas peur. Et pour ne pas avoir peur, il faut être nombreux. C'est pour ça que j'ai 2 dates pour vous, et je vais clôturer là-dessus, parce que je me rends compte que j'ai été beaucoup trop long. C'est probablement le plus gros dépôt. D'une part, au niveau des amendes administratives communales, on appelle à construire une plateforme large de contestation de ces amendes et de refus de les payer. Elles sont injustes, elles sont dangereuses et on ne les payera pas. Pour ça, la date, c'est le 28 février, c'est pas jeudi maintenant, c'est jeudi en 8, à 18h, aux 4 rue d'Anderlecht, c'est le bâtiment de la JOC nationale. On essaye d'organiser là une contestation plus large. Et d'autre part, évidemment, la manifestation du 15 mars contre les violences policières,
Évidemment, libre à vous d'élargir le sujet. La campagne Stop Répression dénonce la répression d'État. Il est important, 18h, place Fontenas le 15 mars, qu'on soit le plus nombreux possible, parce qu'on n'a pas peur, parce qu'on est nombreux et qu'on se laissera